Bienvenue dans cette séquence vidéo avec le Zoust, la zone des sciences. Nous allons nous intéresser à cet exercice. C'est un exercice très fréquent aux examens. Je vous demande d'être là jusqu'à la fin et surtout d'être attentif parce que ça sera mouvementé. C'est un exercice en fait qui parle de quoi? Ça parle de la notion de groupe. Voilà, c'est juste ça, notion de groupe dont nous avons parlé dans l'épisode 1. Dans cet exercice, vous verrez qu'il y a des notions particulières auxquelles on met accent. C'est les notions de translation à gauche et à droite que je vais vous expliquer, bien évidemment, avant de commencer. Je vous expliquerai la logique de l'exercice. La logique de l'exercice ici, comme vous pouvez le deviner déjà, c'est de montrer que nous sommes intergroupes. Mais c'est un exercice beaucoup plus subtil. Ce n'est pas un exercice où il faut faire des calculs comme celui qu'on avait fait avant. Cela met l'accent sur le raisonnement mathématique. Il s'agira de comprendre avant tout, pas de faire un exercice de mémoire. On ne vous demande pas de bûcher, mais surtout de comprendre. En comprenant, ça ira très mieux. Voilà. Si vous avez compris, je suis ravi. Place au générique et à très bientôt. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible au moins? Non, moi il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Bienvenue à Princeton. Qui parmi vous sera le prochain Einstein? Trouver une idée réellement originale, c'est la seule façon pour moi de sortir du lot. La seule façon de devenir quelqu'un d'important. Il avait une vision du monde Où est Nash? Quelque part en train de chercher son idée originale. que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Ça remet en cause 150 années de théorie. Félicitations, John. C'est l'accomplissement de toute une vie. Avec l'Afrique était le berceau de l'humanité, mais elle sera également le berceau des mathématiques. Effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant, les fouilles archéologiques ont révélé que l'Afrique est bel et bien le berceau des sciences mathématiques. Et vous savez qu'en Belgique, par exemple, il y a une statue de 7 mètres de haut de la première tablette de calcul de l'histoire de l'humanité qui a été trouvée au Congo, Congo RDC, vous voyez, et c'est l'attestation de l'invention des 4 opérations, addition, soustraction, division et multiplication. Allons-y donc. Soit j'ai un ensemble non vide muni d'une loi de composition notée multiplicative. Cela veut dire qu'on note la loi ici, pas plus, pas étoile, mais avec le symbole point, comme vous pouvez le voir. À quelles conditions G muni de la loi point est un groupe? C'est la question que l'on pose. À quelles conditions est-ce que l'ensemble G muni de la loi point est un groupe? C'est juste la définition de groupe que l'on vous demande. Chose que nous avons déjà fait dans l'épisode 1, que nous vous demandons de revoir. Donc, il s'agira juste de d'écrire là-bas que J minu la loi point est un groupe. Si et seulement si la loi point est une loi de composition, tout d'abord interne, ensuite associative, ensuite possédant un élément neutre, voilà, et dont tout élément est symétrisable. Voilà. Et vous écrivez aussi la correspondance en langage mathématique. Prenez soin quand même d'utiliser la notation point, pas la notation plus. Puisque avant on avait utilisé la notation plus dans la définition, mais sauf qu'ici, c'est la notation point. Au lieu de mettre x plus y, par exemple, il faut tout mettre x point y. Voilà. OK. Donc ça, c'est une question facile. Question 2. Les choses sérieuses vont commencer. On prend ici E, un ensemble non vide, fini. Donc, il faut bien noter ça. On a un ensemble qui est non vide. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ensemble non vide. C'est un ensemble dans lequel il y a au moins un élément. Voilà. Donc, E désigne un ensemble fini. Fini veut dire quoi? Opposition entre ensemble fini et ensemble infini. Quand vous prenez l'ensemble constitué des entiers de 1 à 10, c'est un ensemble qui est fini et qui a plus précisément 10 éléments. Quand on prend l'ensemble grand N, c'est un ensemble infini. Voilà. Parce que dans grand N, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Cet ensemble est un ensemble infini.
Voyez-vous, donc, il y a une opposition entre ensemble fini et ensemble infini. Ici, on est face à un ensemble fini. C'est ce que l'énoncé dit. Voilà. Donc, on a un ensemble qui est fini. Donc, E désigne un ensemble non vide fini, muni d'une loi de composition interne. Donc, l'énoncé donne déjà des. Vous voyez, donc, de préférence, vous entourez ces parties de l'énoncé très importantes. Donc, vous êtes face à un ensemble qui est non vide fini. Voilà. Muni d'une loi de composition interne. Donc, la loi, elle est interne. Elle est associative, notée multiplicativement. Donc, tout élément est comment régulier. Voilà. Là, vous avez un terme qui est nouveau, peut-être pour vous. Que veut dire un élément qui est régulier pour une loi? Quand est-ce qu'on dit qu'un élément est régulier pour une loi? Je vous explique, c'est une notion assez facile à comprendre. Donc, notion de régularité. Voilà. Cette notion de régularité, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça cache? En fait, par exemple, quand vous avez 3 multiplié par x, qui est égal à 3 multiplié par y, ici, y ici désigne des nombres réels. Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Que x est égal à y, n'est-ce pas? On va dire dans ce cas que 3 est régulier. 3 est régulier. Précisément, on dira que 3 est régulier à gauche. En fait, ici, vous pouvez remplacer le terme régulier par simplifiable. Régulier, c'est simplifiable. Je vais le dire comme ça. C'est un élément que vous pouvez faire quoi? Que vous pouvez simplifier. C'est-à-dire, ici, on m'a dit que 3 est régulier à gauche parce que j'ai pu le simplifier à gauche. Est-ce que vous voyez? 3 était à gauche de x et de y. Et on l'a simplifié à gauche de x et y. On m'a dit que 3 est régulier à gauche pour la multiplication. Donc, vous voyez, 3 est un élément régulier. Voilà, à gauche, bien évidemment. À gauche. Pour quelle loi? La multiplication. Très important. Voyez-vous, donc c'est juste ça. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'un élément est régulier à gauche? Quand est-ce qu'on dit que A, par exemple, est régulier à gauche pour une loi? A est régulier à gauche pour la loi point dans l'ensemble 32. Ça signifie quoi? Ça signifie que quel que soit x que tu prends dans E, si tu as A, quel que soit x et quel que soit y aussi dans E, si tu as A point x qui est égal à A point y, tu peux simplifier par A à gauche, ce qui fait que tu auras x égal à y. Voilà, donc par définition, c'est ça. Quand on dit qu'un élément est régulier à gauche, donc c'est ça. Quand est-ce qu'un élément sera dit régulier à droite? Bah, c'est la même chose. Dans la condition de régularité, à droite, ça serait quoi? Ça serait que si tu as xa égale à ya, tu pourras conclure que quoi? Que x égale à y. Ça, c'est régularité à droite. Je vais vous poser une question et vous allez me répondre en commentaire de la vidéo. Selon vous, est-ce que dans grand R, voilà, sur un point R muni de l'addition, est-ce qu'on peut dire que tous les éléments sont réguliers? Pour l'addition, j'ai dit pour l'addition, est-ce que tous les éléments sont réguliers? Et qu'en est-il de la multiplication? Est-ce que tous les éléments sont réguliers? Voilà, donc il faut répondre avec justification. Je lirai vos réponses avec beaucoup d'attention. Ok, donc ça c'était juste une parenthèse. Continuons. Donc j'essaie que vous avez compris la notion de régularité. Maintenant, si un élément est à la fois régulier à gauche et régulier à droite, on dit tout simplement qu'il est régulier. On ne précise pas que c'est à gauche ou à droite, on dit juste régulier. Cela veut dire à la fois les deux. Continuons donc notre sujet passionnant. Donc, question petit a.
en utilisant les translations à gauche, gamma is, et à droite, delta is élément de E, montrer que, voilà, E minus le point admet un élément neutre petit e. Bon, voilà qui est intéressant. On parle de notion de translation à gauche et translation à droite, une notion que je vais prendre soin pour mettre en exergue en même temps. C'est qu'on appelle translation à gauche et c'est qu'on appelle translation à droite. Ok? Je vais vous le montrer visuellement pour que vous compreniez ce dont il s'agit. Si vous prenez la droite réelle et que vous prenez l'élément x, si tu veux avancer de 2 pas, si tu veux avancer, je montre que tu veux avancer sur l'axe des x de 2 pas en avant. Tu veux augmenter de 2 pas en avant. Ok? Tu tombes sur quoi? Si tu tombes directement sur x plus 2. On va dire que x plus 2, c'est le translaté de x par la translation de vecteur 2 qu'on va noter ici. Bon, T2, je vais noter ça T2 par exemple. Pour les translations, voilà, T2 c'est une translation. Et c'est donc l'application définie de R ici, à valeur dans R, qui à X associe quoi? X plus 2, vous voyez? Voilà. T2 fait une translation. Voilà. On va dire précisément que c'est une translation à droite, parce que 2 se trouve à droite de X. Bon, mais ici, les translations à gauche et à droite sont les mêmes choses. Voilà. Parce que ici, X plus 2 et 2 plus X, ça va donner les mêmes résultats. On est d'accord. Parce que, bon, ici, on est dans l'ensemble R et l'addition est commutative sur R. Voyez-vous, donc, vous comprenez en général la notion de translation. Voilà. Si je parle de translation, ça, c'est comme une translation de vecteur 2. En général, on définit les translations à gauche et à droite. Voilà. La translation à gauche du vecteur x gamma x et la translation à droite du vecteur x delta x. Gamma x et delta x. Donc, que fait gamma x et que fait delta x? Gamma x ajoute x. Voilà. Par exemple, je vous explique. OK? Gamma x sera défini de telle sorte que quand tu as gamma x de y, par exemple, en fait, si tu fais gamma x de y, ça consiste à faire quoi? Que si vous comprenez pas là, si on met gamma x de y, ça veut dire que il faut ajouter à y. Ajouter à y quoi? Il faut ajouter à y x, mais en étant où? À gauche. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, je vais écrire y et puis je vais composer par x. Je vais mettre le x précisément où? À gauche, comme ça. C'est ça, gamma x de y. Donc, delta x de y va faire quoi, selon vous? Voilà, delta x de y, on met delta x de y. Là, il faut mettre x où? À droite de y. Donc, ça sera y x. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'on appelle translation à gauche, translation à droite, c'est ça. Donc, la translation à gauche, c'est l'application gamma x. Donc, translation à gauche de E dans E. Donc, il prend un élément y et il ajoute à cet y le x, en mettant le x à gauche de y. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle translation à gauche. Et quant à une translation à droite delta x, c'est toujours une application de E dans E. Donc, il prend un y combien? Vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Tu peux mettre A. OK? En fait, il faut comprendre la chose. Il faut ici ajouter x à A, mais en mettant x ou à droite de A. Je pouvais mettre y quand même. C'était juste un truc comme ça pour vous dire de ne pas vous fier toujours aux lettres. Voilà. Donc, ça, on appelle une translation à gauche et ça, on appelle une translation à droite. Vous comprenez que dans un groupe commutatif, les translations à gauche et les translations à droite seront identiques. On est d'accord? Bien évidemment. Continuons donc. Voilà. Donc, l'énoncé dit qu'en se servant de cette translation-là, à gauche et à droite, de montrer que l'ensemble E minus la point admet un élément neutre petit e. Maintenant, il faut que vous compreniez la finalité de l'exercice. Quand vous faites un exercice, vous devez chercher toujours à comprendre sa logique. L'énoncé vous a donné des choses. L'énoncé a dit par exemple que la loi est une loi de composition interne qui est associative. Et dont les éléments sont réguliers, ensemble vide, fini, tout ça là. Donc, selon vous, est-ce que E est déjà un groupe? Selon vous, est-ce que E est déjà un groupe? Essayez de répondre en commentaire avant de voir la réponse que je vais donner.
La réponse, c'est que E n'est pas forcément un groupe. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas. On sait que la loi de construction, elle est interne. On sait que c'est une loi qui est comment? Associative. Mais il manque des choses. Il manque, par exemple, le fait que tout élément doit être symétrisable, ou bien même le fait qu'il y ait un élément neutre. Est-ce que vous voyez? Donc, avant de conclure, voilà, à la question petit c, vous voyez, le petit c, avant de conclure que C est un groupe, voilà, il faut d'abord traiter la question petit a. Et dans cette question petit a, vous allez montrer qu'il y a un élément neutre. C'est-à-dire, vous allez montrer la troisième condition pour que ça soit un groupe. Et à la question petit b, vous allez montrer la dernière condition, la quatrième condition, c'est-à-dire montrer que tout élément de E est symétrisable. Et quand on vous demande de conclure, vous direz tout simplement que voilà, vous avez vérifié tous les points. L'énoncé même déjà donné le fait que c'est une loi de composition interne et associative. C'est à vous de montrer que bah, il y a un élément neutre au A et au B, de montrer que tout élément est symétrisable et vous concluez. C'est ça la logique de l'exercice. Donc en A, nous allons faire quoi? Nous allons montrer qu'il y a un élément neutre. Voilà. Analysons la situation. Il s'agit de voir si un élément neutre petit e. Nous savons que voilà, l'élément neutre, s'il existe, il doit vérifier cette condition, quel que soit x, n'est-ce pas? Dans l'ensemble grand E, il faut qu'on ait quoi? XE qui donne x, parce que E doit être neutre. Et il faut que EX donne quoi? Parce que E est neutre, il faut que ça donne encore x. C'est ce que l'on fait. Maintenant, en termes de translation, qu'est-ce qu'on peut écrire? C'est-à-dire, si tu as x, E égale à x, si tu veux utiliser l'application gamma is ou delta is, tu peux écrire ça là comment? Is E. Is E, c'est quoi? En fait, c'est comme c'est is qui est à gauche de E. Donc, is E, c'est quoi? C'est gamma x de E. Donc, cela revient à écrire que gamma x de E est égal à quoi? Est égal à x. Et E is est où par rapport à E? À droite, non? Donc, celui qui dit E is égal à x, en fait, il veut dire quoi? Il veut dire que delta x de E égale à x. Est-ce que vous voyez la chose? Voilà. C'est intéressant. Donc, en gros, nous devons montrer qu'il y a voilà, un élément petit e. En gros, hein, c'est-à-dire il faut montrer qu'il y a un élément petit e qui vérifie gamma is de E égale à is et delta is de E égale à is. Donc, vous voyez le rapport avec les translations à gauche et à droite. Voyez-vous? Voilà, maintenant, comment il faut montrer cela? Comment est-ce qu'il faut montrer qu'on peut trouver un nœud pour lequel gamma is de E égale à is? Autrement dit, il faut montrer que, en fait, vous savez, si vous avez f de A égale à B, on dit quoi? Si tu as f de A égale à B, on dit que B, c'est quoi par rapport à A? C'est l'image de A. Et A, c'est quoi pour B? C'est un antécédent de B. Donc, autrement dit, vous allez montrer que, voilà, X possède un antécédent. Ouais, E doit être un antécédent. Voilà, vous devez montrer que X possède un antécédent par gamma is. Et que X possède un antécédent par delta is. Et que ces deux antécédents-là sont les mêmes. Voilà. Vous voyez la logique. Voilà. Vous devez montrer qu'il y a un antécédent petit e pour is et qu'il y a un antécédent petit e pour is pour gamma is et delta is. Est-ce que vous comprenez? C'est tout simplement cela. Voilà. Donc, allons-y. Nous allons donner une preuve pour montrer qu'il y a, voilà. Donc, en gros, je vais montrer que les applications gamma is et delta is sont bijectives. Si j'arrive à le faire, je peux montrer que is possède un unique antécédent pour chacune des applications gamma is et delta is. Voilà, donc pour montrer qu'une application est bijective, on peut commencer par l'injectivité. Je vais vous démontrer que gamma is est injective. OK? Donc on y va. Donc pour montrer qu'une application est injective, vous pouvez faire quoi? Pour montrer qu'une application est injective, montrer que voilà, f injective. Voilà, vous montrez d'habitude que f de A égale à f de B. Voilà, je vais utiliser cette façon de faire. Implique que A égale à B. En fait, ici, on va dire que si tu as, bon, il faut bien dire, quel que soit A et B,
des éléments de l'ensemble grand E. Voilà. Et en prenant aussi X dans l'ensemble E. Voilà. Donc, quel que soit X aussi dans l'ensemble grand E. Voilà. Ici, quand tu as gamma X de A égale à gamma X de B, ça implique quoi? Gamma X de A, je mets X à gauche. Donc, ça veut dire que X A, bon, en tout cas, X point A égale à quoi? X point B. Maintenant, pourquoi est-ce que vous pouvez simplifier par X? Vous pouvez simplifier par X parce que l'énoncé a dit que les éléments sont comment? Réguliers. Donc, vous pouvez dire que ça équivaut à quoi? À A égale à B. Il faut bien le justifier. C'est parce que quoi? Car X est comment? Est régulier. Bon, bien évidemment, à gauche. X est ici régulier à gauche. C'est ce qui explique cela. Voilà. Maintenant, vous voyez que c'est comme vous avez f de a égale à f de b implique a égale à b. Vous pouvez conclure que quoi? Que gamma x est injective. Donc, gamma x est une injection. Une injection de l'ensemble grand E vers l'ensemble grand E. De E dans lui-même. Voilà. Maintenant, essayons de visualiser un exemple d'injection d'un ensemble dans lui-même. On va visualiser ça ensemble sur un diagramme, ok? Voilà, supposons que E, ici, c'est un ensemble fini. Supposons par exemple que E, c'est l'ensemble constitué par 1, 2 et 3. Et que vous avez donc une injection. Donc, vous avez ici 1, ici 2 et ici 3. Donc, 1, 2, 3. Voilà, c'est encore E, ça. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous avez une correspondance injective, voilà, qui est gamma X. Voilà, de E dans E. Quand on dit que c'est injectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a soit 0 antécédent, soit un antécédent. C'est ce que cela veut dire. Donc, quand vous prenez 1, ok, quand vous prenez 1 dans l'ensemble d'arrivée, soit il a 0 antécédent, soit il a un antécédent. C'est la situation. Ok? Voilà. Maintenant, il faut noter que comme on est face à une application, tout élément de l'ensemble de départ, c'est-à-dire tous les éléments doivent avoir des images. C'est-à-dire 1 a une image. Donc, peut-être que l'image de 1, c'est 1. Peut-être que l'image de 2, c'est 2. Peut-être que l'image de 3, c'est 3. Vous voyez que dans ce cas, l'application qui est injective, c'est bien injective. L'application injective est forcément bijective. Parce que les éléments de l'ensemble d'arrivée ont forcément un seul antécédent. C'est-à-dire, si un n'avait pas, par exemple, d'antécédent, je ne serais pas face à une application même. Si un, par exemple, n'avait pas d'antécédent, si j'avais effacé ce lien, vous voyez que dans ce cas, voilà, on n'aura pas une application. Puisque pour une application, tout élément de l'ensemble de départ doit avoir une image. Donc forcément, il faut qu'il y ait un lien comme ça. Et dans ce cas, vous verrez que tout élément de l'ensemble d'arrivée a un et un seul antécédent dans l'ensemble de départ. Et donc, dans ce cas, c'est bijectif. Ce que je veux vous dire, ce que je veux que vous reteniez, c'est que une application injective d'un ensemble fini dans un ensemble fini, voilà, est forcément bijective lorsque l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont égaux, par exemple. Voilà. Autrement dit, c'est parce que l'ensemble est fini que c'est vrai. Parce que l'ensemble est fini, c'est faux. Je vais vous dire que ici, ce n'est pas la peine d'aller vérifier la subjectivité. Il suffit de dire que gamma X est une injection et de dire que comme l'ensemble est fini, celui qui ne met pas ça, voilà, il ne pourra pas le prendre. C'est parce que l'ensemble est fini. Si l'ensemble n'était pas fini, ça serait faux. Voyez-vous. Ce que une application injective d'un ensemble E dans lui-même, voilà, un ensemble E dans lui-même, cet ensemble E étant fini, est forcément bijective. Donc forcément subjective. Donc on va dire que comme E, voilà, comme en plus de cela, E est fini, comme l'ensemble E est un ensemble fini, voilà, alors gamma X est forcément bijective. Donc subjective, donc bijective. Gamma X est bijective.
C'est une application bijective. Et vous savez, si c'est bijectif, c'est que chaque élément dans l'ensemble d'arriver à un seul antécédent. Est-ce que vous voyez? Visualisons la situation. Donc, vous êtes face à l'ensemble E, voilà, E dans grand E, comme ceci. Voilà. Chaque X. Donc, chaque X que vous prenez dans E, c'est l'application gamma X hein, de E dans E. Chaque X que vous prenez dans E a un seul antécédent. Il faut qu'on donne un nom à cet antécédent. X possède un seul antécédent. Il faut qu'on lui donne un nom. Je vais l'appeler petit e. Mais comme cet antécédent dépend de X, je vais l'appeler EX. Voilà. Chaque X, son EX. Chaque X de E a un EX comme antécédent. Donc, on va dire que alors, voilà, c'est ce que j'ai écrit schématiquement, c'est ça que je vais donc écrire formellement. Alors, il existe, voilà, un seul élément EX dans l'ensemble de départ qui est encore l'ensemble E, tel que son image par gamma X. Donc, gamma X de EX donne quoi? Donne X. C'est-à-dire quoi? Si je dis gamma X de X, je mets X à gauche. X indice EX égale à X. Notez bien que l'orientation EX, c'est pour dire que EX dépend de X. EX est lié à X. Ah, chaque X sont EX, chacun pour soi. Un truc comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ce que j'ai fait pour gamma X, je vais vous demander de faire exactement la même chose pour delta X. C'est-à-dire, vous écrivez que pour tout X dans E, pour tout A et B dans E, delta X de A égale à delta X de B équivaut à. Bon, AX ici égale à BX, il faut qu'il soit à droite. Ce qui équivaut à A égale à B, car X est régulier à droite. Voilà, donc vous pouvez conclure que delta X est une injection de E dans lui-même. Et que comme E est fini, alors delta X est bijective. Et donc, voilà, il existe un antécédent aussi. Donc, en gros, vous aurez un schéma similaire. Vous avez l'ensemble E, voilà l'application delta X. Donc, il faut écrire ça sur la copie, quand même, cette partie-là que j'ai dit oralement. OK? Donc, delta X de E dans rond E. Vous avez X, un élément de E. Il possède donc un seul antécédent. Un seul antécédent qu'on va noter comment d'ailleurs. On va le noter E'X. Bon, il faut pas le. C'est pas forcément. L'antécédent de X pour gamma X n'est pas forcément l'antécédent de X pour delta X. Vous voyez? Donc, il faut que je donne un autre nom. Je peux l'appeler par exemple E'X. Vous voyez? Donc, je vais donc dire qu'il existe aussi de la même façon. Voilà, comme vous allez faire le raisonnement, vous allez aussi dire qu'il existe un unique antécédent E'X dans l'ensemble grand E, tel que delta X de E'X soit égal à X. Voilà. Delta X de E', ici, il faut mettre X à droite. Donc, vous aurez E'X point X égale à X. Mais notez que ceci ne me permet pas. Vous voyez, j'ai effectivement deux points. OK? Un point 1. J'ai ce point-là, le point numéro 1. J'ai aussi le point numéro 2. Mais les points 1 et 2 ne me permettent pas encore de dire qu'il y a un élément neutre. Parce que pour avoir un élément neutre, il faut avoir un élément E. Et le X E, donc EX. Mais ici, j'ai EX. Ici, j'ai E'X. Vous voyez, donc, on a encore un peu de travail à faire. Et puis, ça sera fini. Nous allons donc montrer que EX est égal à E'X. Donc, que les deux, en fait, ne sont que les mêmes choses. Et pour cela, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons chercher à montrer que quand on prenait X, EX fois X, on va montrer que c'est la même chose que X, E'X fois X. Mais si on arrive à le faire, comme nous savons que X est régulier et à gauche et à droite, je pourrais donc dire que on peut simplifier donc par X à gauche et simplifier aussi par X à droite. Et au final, on aurait EX qui serait donc égal à E'X. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça l'idée de la démonstration ici. Donc, je prends X fois EX fois X. OK? En fait, je peux ne pas mettre des parenthèses à cause de l'associativité. On est d'accord? Bon, vous comprenez. Donc, je vais mettre des parenthèses ici comme ça. D'accord? Donc, en calculant. X, E, X, on sait déjà que c'est quoi? C'est X. Donc, on peut remplacer X, E, X par X. Donc, ça sera X, X. Vous savez.
Voilà. Maintenant, on sait aussi d'après le 2 que E'x est égal à x. Donc cet x-là, on pourra le remplacer par quoi? On pourra le remplacer par E'x fois x, sans aucun souci. Donc on le fait, on le remplace à E'x, qui est composé avec x. Voilà. Voilà. Maintenant, par associativité, bon, ici, je le dis, hein, c'est parce que, voilà. Bon, ici, la raison, vous la connaissez, c'est parce que x, Ex égale à x. Et ici, c'est parce que x, c'est encore E'x fois x. On est d'accord. Donc, ici, là, ça marche très bien. Maintenant, par associativité, celui-là, c'est encore x multiplié par quoi? D'accord? C'est encore x multiplié par Ex fois x, qui est égal à x fois E'x fois x. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai obtenu ce que je veux. Donc ça, ici, c'est par associativité. Voilà. Par associativité, vous avez ça. Et donc, on se vient par x à gauche. Donc, par égalité de x, vous pouvez dire que Ex fois x égale à E'x fois x. Ceci, c'est parce que x est régulier où? X est régulier où? X est bien évidemment régulier à gauche. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous pouvez faire cela. Et vous pouvez aussi simplifier à droite. Donc, vous pouvez dire que Ex est égal à E'x. Ici, c'est la régularité à quoi? La régularité à droite. Voilà, de x, bien évidemment. Voilà, donc, vous voyez qu'on vient de montrer que Ex et E'x ne sont en fait que les mêmes choses. Donc, dorénavant, je vais remplacer E'x par x. On est d'accord? Voilà. Maintenant, en récapitulatif, qu'est-ce que nous pouvons dire qu'on a? Voilà. Donc, en récapitulatif, nous pouvons dire qu'on a montré que quand vous prenez un x dans l'ensemble E, il y a un seul élément, Ex. On pourrait encore dire E'x plus c'est la même chose, qui vérifie la propriété x, Ex. Voilà, qui est encore Exx. E, c'est E'x, x en fait. E'x, c'est encore x. Donc, et tout ceci donne x. Mais attention, attention, vous ne pouvez pas dire que Ex est l'élément neutre. Attention. En fait, dans la définition d'élément neutre, c'est quoi? Il faut qu'il existe un élément E pour tous les is. Tel que pour tout is, élément de grand E, on est Ex égale à xe égale à x. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une différence entre cette proposition et celle-ci. Ici, il y a un E pour tous les is. C'est-à-dire le E ne dépend pas de is. Le E ne dépend pas de tous les is. C'est comme si on dit que il y a une clé qui ouvre toutes les portes. Il y a une clé, il existe une clé, quelle que soit la porte, la clé ouvre la porte. Vous voyez que la clé ne dépend pas de la porte dans cette assertion, dans cette proposition. Par contre, celui qui dit chaque porte, c'est ce qui est ici, chaque porte, quelle que soit la porte, voilà, chaque porte a une clé qui l'ouvre. Chaque porte a une clé. Vous voyez que là-bas, la clé dépend de la porte. Vous voyez ici, Ex dépend de x. Parce que à chaque x sont Ex. Mais ici, il y a un E pour tous les x. Est-ce que vous voyez? Donc, si j'ai ceci, c'est ce que j'ai démontré. Je ne peux pas encore dire que Ex est l'élément neutre, puisque ça varie, ça dépend de x. Voilà. Donc, maintenant, vous devez montrer que Ex ne varie pas. C'est-à-dire que quand vous prenez un autre Ey, voilà, c'est évidemment vrai que quand vous prenez un y aussi, son Ey, on est d'accord. Vous devez montrer maintenant que Ex est égal à Ey. Est-ce que vous voyez? Vous devez montrer que même si on prend un autre y là, son Ey là, c'est la même chose que le Ex qui est associé à x. Donc, schématiquement, c'est un truc comme ça. X, on associe Ex. À y, on associe Ey. Maintenant, on va montrer que les deux, en fait, ne sont que les mêmes choses. Voilà. Donc, on pourra donc dire que, de même, de la même façon, quand vous prenez un y, quel que soit y élément de E, il existe un unique Ey. Voilà, dans grand E toujours. On est d'accord? Tel que quoi? Voilà, là, on doit avoir y, Ey, égale à Ey, y, égale à y. Là, c'est la propriété que lui vérifie. Voilà.
Donc, on va passer par ça pour montrer en fait que EX est égal à quoi? EY. Montrons que EX égale EY. Montrons que EX et EY ne sont en fait que les mêmes choses. Voilà. Si vous arrivez à le faire, ça sera la fin de la démonstration. Vous voulez valider vos unités d'enseignement en ligne? Ne cherchez plus. L'extrait que vous venez de visionner n'est qu'une petite partie de nos formations complètes. Passez maintenant au niveau premium pour tout avoir. Le tarif pour chaque heure est de 6500 francs CFA seulement. Et nos cours et exercices corrigés sont adaptés au campus, disponibles en vidéo, téléchargeables en ligne. Vous pourrez les consulter à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Contactez-nous dès maintenant au 70 47 64 31 pour y accéder. Rappelez-vous, les bonnes choses ont toujours un prix. Ne manquez pas cette opportunité unique de réussir votre année universitaire. Rejoignez-nous. On peut donc conclure que quoi? E-Point est un groupe. Point final. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous vous demandons de répondre. Je vous aime.